Bonsoir tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, ah oui, quand même, Axel est arrivé. Oulala, pile à l'heure, dis donc. Salut à toi. Et puis, bonjour à ceux qui vont revoir cette émission en rediffusion ou qui vont venir genre là maintenant tout de suite. J'espère un peu, mais pour le moment, visiblement, il y a du monde sur Twitch à première vue. Non, en fait, non, il n'y a personne sur Twitch. Ils viennent tous de se barrer. C'est marrant, le stream commence, tout le monde se barre. Il y avait 3 personnes jusqu'à maintenant. On a Benjamin Capiemont qui est aussi là. Yay! Et tu es éclaté. Écoute, c'est bien de s'éclater dans la vie. C'est probablement pas ce que tu voulais dire, mais c'est pas grave. Voilà, donc petit résumé, alors pas pour les gens qui sont là, qui je pense connaissent déjà, mais peut-être pour ceux qui vont regarder cette émission en rediffusion. Donc là, je suis sur la réécriture de mon jeu de rôle qui s'appelait Tigre Volant auparavant, qui désormais s'appelle Erdorine 2300. Et en fait, pendant ce live stream, pendant environ 1 heure, je vais vous montrer ce que j'ai écrit ces derniers temps, parce que j'ai quand même écrit des trucs, et puis discuter un petit peu sur différentes choses que je prévois de faire, demander un petit peu votre avis, rebondir sur des... Généralement, comme il y a quand même un certain nombre d'anciens combattants qui sont là, je sais pas pour dire du mal d'une certaine autrice, et puis je vois aussi qu'il y a Yellow Shark qui vient d'arriver, ainsi que Victor Dupire. C'est très bien, là je suis en train de meubler, pendant ce temps les gens arrivent, il y aura un peu plus qu'une personne qui regarderont mes élucubrations. Donc voilà, c'est l'idée aussi de temps en temps d'échanger des anecdotes, parce que voilà, on a pas mal de gens ici qui sont des connaisseurs de l'univers. Si vous ne connaissez pas l'univers, donc c'est un jeu qui s'appelait autrefois Tigre Volant. Vous pouvez le retrouver sur internet sur tigre-volant.org. Tout le jeu, en tout cas sa 3e édition qui était sortie en 2006, a été publié sous licence Creative Commons. Vous pouvez tout télécharger, tout lire sans problème. Je parle de mes mères pour la vieille personne. Là, je vais réclamer le 5e amendement. Je vais plaider le 5e amendement, pour être précis. Mais oui. Voilà. Donc, vous pouvez voir à l'écran, il y a les questions de l'épisode. Je les ai rapidement modifiées. L'idée, c'est que là, je vais vous poser quelques questions. C'est un petit peu des fils rouges qui vont servir un petit peu à alimenter la discussion. Alors, ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter la nouvelle feuille de personnage qui a été faite justement par Axel, de parler de ce que j'ai écrit récemment, c'est les nations, et principalement les nations non terriennes, et puis donc les nations stellaires. Et puis, je vais également revenir vers la fin sur un petit peu par où on va aller par la suite, quelles vont être mes méthodes d'écriture, quelle va être la suite des événements. On a un Mathieu Gans qui vient d'arriver. Bonsoir à toi. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que je te vois sur ce live stream. Donc bonsoir, merci de passer. Du coup, la question traditionnelle pour les nouveaux, allez hop, ça c'est le bizutage. Est-ce que tu connais déjà Tigre Volant ou Erdorine 2300? Est-ce que tu connais le jeu de rôle? Est-ce que tu as juste vu de la lumière et t'es monté? Voilà, donc se présenter un petit peu. Tout à fait. Donc tout à fait, j'imagine que ça se réfère au fait que c'est la première fois que tu viens, ou en tout cas que tu commentes dans le live stream, dans lequel cas, encore une fois, bienvenue. Et puis donc, là, puisque le but de ce live stream, c'est de parler de la réécriture de ce jeu de rôle, est-ce que tu le connais déjà ? Tigre Volant, oui, le JDR, je connais bien. Fondamentalement, officiellement, il y a que le JDR. Alors, il y a d'autres choses aussi, mais fondamentalement, il y a que le JDR. Cool. Même MJ comme joueur depuis 20 ans, donc depuis la 3e édition, j'imagine. Cool. Genre, comme tu vas peut-être le voir, ou comme tu l'as peut-être vu sur d'autres supports, cette 4e édition change pas mal de choses, notamment le titre, puisque désormais, c'est Erdorine 2300.
Ah oui, et puis leur contrat signé et dans quelques jours et hop, c'est reparti. Alors donc Axel, qui est également romancière, j'ai vu la lumière, c'est bien la lumière. Oui, comme faisait remarquer un joueur à l'époque où je jouais encore à Car Wars, il y avait un gars qui avait comme devise suivez la lumière, les roquettes suivent aussi. C'est un grand fan des roquettes guidées par laser. Et là, je pense que je viens de perdre plein de gens parce que fondamentalement, Car Wars, il y a plus grand monde qui doit encore s'en souvenir. Voilà. Alors, donc on va peut-être commencer tout de suite par... Alors, il faut que je retrouve... Il est ici, ma scène avec... On est deux, on est vieux. Bah, disons que moi j'en ai quand même fait beaucoup du Car Wars. Hein. Il y a quand même une époque, à la fin des années 80, début des années 90, dans le club de jeux de rôle à Genève, on avait carrément un championnat corporate qui a quand même duré 3 ans à raison d'une partie par mois. Ça avait été quand même assez intense. Hein. On avait fait pas mal de parties, c'était un petit peu la grande époque de Car Wars à l'époque. Voilà, alors, boum, transition, et hop, on change de caméra du coup. Voilà, donc je vous montre à quoi ressemble la nouvelle feuille de personnage. Alors, c'est une feuille de personnage qui est encore temporaire, puisque techniquement les mécaniques sont pas encore complètement fixées, et c'est un truc qui va me permettre de pouvoir avoir une présentation un peu plus sympa lorsque je vais jouer au jeu dans des différentes conventions. Ah ça va, je revois la feuille et je hurle pas trop. Ouais, c'est un petit peu toujours le truc. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, il y a 2-3 trucs qui ont changé au niveau des positions. Alors, le love, on l'a mis plus en avant, on l'a mis plus en haut, puisque c'est quand même un petit peu le centre des nouvelles mécaniques de jeu, ainsi que les liens qui sont en rapport avec le love. Vous avez les traits, donc les traits, c'est grosso modo tout ce qui est atout et clé, à savoir les compétences. L'équipement, qui fonctionne également sous le même principe d'atout et de clé. Ça, c'est un autre nom, mais c'est un petit peu pareil. Chose qui n'était pas dans la première édition de la feuille de personnage, c'est la légende. Et la légende, en fait, c'est un petit peu les conneries qu'a pu faire le personnage au cours des parties. Ça sert d'expérience et ça sert aussi, c'est aussi quelque chose qui peut être considéré comme un trait. On peut faire dans Freaksquill, pour ceux qui ont joué à Freaksquill, le jeu d'aventure, il y avait une mécanique de flashback. Ça va être un petit peu la même chose, sauf qu'on va pas utiliser le truc au nom de ce premier roi, du grand principe des héros, je demande un flashback. Je sais plus quel était le terme exact, mais voilà, il y avait toute une formule à prononcer pour pouvoir ensuite faire un flashback. Et sachant que c'était dans la BD, quand même, il fallait oser le truc. Donc les conditions, c'est les traits négatifs. Clairement, il y a toujours été du système de TV3, ce qui est pas non plus un mal. Oui, alors c'est assez clairement, il y a quand même beaucoup de choses. On dirait une fiche d'une version faite de TV, c'est pas pour me déplaire. Ou alors, comme on en disait justement, une des inspirations que j'avais lorsque j'avais commencé à réécrire un petit peu les mécaniques de ce qui était à l'époque encore Tigre Volant 4, je m'étais inspiré pas mal de Fate, mais je m'étais inspiré. Disons que c'était pas du Fate c'était pas vraiment mécanisé par Fate, et Antoine a repris tout ça. Antoine Beugly, donc mon complice et néanmoins ami, co-auteur sur Freaksquill, a aussi repris ça à sa sauce. Un peu trop narratif pour moi, mais le système est bon et il parle bien du jeu. Mais je pense que c'est quand même un truc qui est aussi important, c'est d'avoir un système qui va pouvoir faire jouer à fond des principes comme justement la mauvaise foi, le c'est plus compliqué que ça, de jusqu'où peut-on aller trop loin. Enfin, c'est un petit peu des mots-clés qui moi m'amusent beaucoup dans le jeu de rôle, donc c'est un petit peu l'idée de revoir là-dessus. Donc, expérience et réputation. Alors, expérience, ça c'est un truc, je sais pas encore exactement comment je vais le faire. Réputation aussi. Alors, réputation, expérience, on peut gagner des points d'expérience, on peut ensuite les investir pour augmenter les traits ou les clés, enfin pour faire des trucs comme ça. La réputation, c'est quelque chose qui va dépendre de la légende. Je sais pas encore si je le fais par dizaine ou par simplement à l'unité. Si vous avez 4 éléments dans la légende, vous avez un score de 4. C'est pas un score qui va avoir une énorme influence, mais ça permet par exemple de lancer des dés de risque. Donc plus vous avez de réputation, plus vous pouvez prendre des risques. Voilà. C'est un petit peu l'idée du truc.
Voilà, du coup, est-ce que vous avez des remarques par rapport à cette feuille de personnage ? T'es pas responsable, t'as dû demander 3 fois pour avoir le oui. Alors c'est un petit peu de ma faute, mais il faut voir aussi qu'on a commencé à discuter de cette feuille de personnage avant Octogone. Donc ça fait à peu près 3 mois et j'avais un petit peu, si on avait fait ça dans le flow, je pense que je me serais rappelé plus facilement des choses et on aurait pu faire ça de façon un peu plus fluide. Et puis, il faut quand même dire aussi que c'est arrivé à un moment donné où t'étais pas dans le meilleur état d'esprit qui soit. Là encore, je m'en excuse, hein, je t'ai causé du stress que j'aurais pas dû. Mais voilà, les circonstances étaient un petit peu compliquées. Comme souvent, on a souvent des trucs où soudainement ça fait des choses un petit peu bizarres. Enfin voilà. Donc en attendant, cette feuille de personnage, moi, elle me plaît bien. On va voir à l'usage ce que ça donne. J'espère pouvoir faire une partie lors de la convention, la boîte de Pandour qui a lieu à Saxon le week-end prochain. Enfin pas celui qui vient, celui d'après, celui du dernier week-end d'août. Je vais y aller le samedi. Et du coup, je vais espérer pouvoir faire une partie. Je dis je vais espérer parce que les 2 années précédentes où j'y étais allé avec aussi l'espoir de faire des démos d'Elden 2300, j'ai pas pu parce qu'il y avait pas de joueurs. Ma foi, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Voilà en tout cas pour la présentation de la feuille de personnage. Il paraît qu'on peut même y écrire des trucs bien dans la légende. Oui, alors il paraît même qu'on peut y écrire des trucs vrais. C'est pas toujours garanti, mais on peut. Voilà, je vous laisse un petit instant pour si vous avez encore des questions sur le sujet. Et sinon, on va passer au chapitre écriture. J'ai dit clic. Appuie sur le bouton, bim, voilà. Faut que je le mette aussi comme ça. Non, c'était pas le bon. Elle a une grosse vibe Fate, mais c'est pas voulu. Enfin, pour moi, oui, c'est voulu. Je voulais vraiment faire un truc qui s'apparente. Enfin, en tout cas, dans les inspirations, il y avait 2 inspirations. Disons qu'il y a 2 jeux qui m'ont fait tilt quand je les ai lus ces 20 dernières années. C'est Apocalypse World et Fate. Apocalypse World, j'y ai un petit peu renoncé parce que c'est un jeu dont les mécaniques me paraissent extrêmement appropriées quand on joue des personnages qui sont basés sur des archétypes. Et c'est un petit peu le truc qui pour Elden, c'est pas du tout ce vers quoi j'avais envie d'aller. Mais j'ai quand même repris 2-3 trucs de Apocalypse World, notamment la notion des fronts. Je crois que les liens, ça vient de là aussi. Enfin, ce genre de trucs. Fate est un jeu qui, dans les mécaniques, m'avait moins parlé. Je suis pas super fan. Fate a un côté un petit peu catalogue Manu France, en ce sens que vous avez des mécaniques de jeu qui sont raisonnablement simples. Le problème vient que il y a une tétrablinde d'atouts et d'avantages et de machin et de bidon. On a une sorte de catalogue gigantesque de trucs possibles. Et du coup, ça n'est pas ça me paraissait vraiment très très lourd. Voilà, il dit Nation stellaire, et qu'est-ce qu'on dit Nation terrienne? C'est parce que je ne suis pas encore passé sur le document Word et je n'ai pas encore scrollé sur la bonne page. Ce que je vais faire dans quelques minutes, le temps que je retrouve le bon document, c'est bien évidemment, c'est pas celui-là. Voilà. Voilà, Nation stellaire. Ouf, tu n'as rien vu. Alors je sais plus si j'avais déjà commencé à écrire, on sait pourquoi Yellow Shark est là, oui, on sait tout de suite. On dira pas pourquoi, mais on sait. Ceux qui savent, savent. If you know, you know. Alors, je crois que j'avais déjà écrit 2-3 trucs la fois précédente, mais je crois qu'on va repasser parce que j'ai quand même réécrit 2-3 trucs. Alors, j'ai repris le petit peu le stat block. Je reparlerai de ça un petit peu plus tard sur le stat block. Oui, je vais commencer par la fin.
je vais commencer, oui, c'est gentil, en fait, tu fais un peu guide pour vieux, hein, c'est ce que tu es en train de me dire. Je vais commencer par la fin, en ce sens que je vais vous dire un petit peu quelle est ma manière d'écriture. Alors, bon, les gens qui sont là depuis un petit moment sont au courant, mais au début, j'étais parti sur l'idée de réécrire les chapitres de Tigre Volant 3e édition en en rafraîchissant un peu le contenu, mais en gardant toujours un petit peu la même matière, et puis surtout en raccourcissant énormément les choses. Et je me suis aperçu que ça ne marchait pas super bien, que j'avais tendance à être un peu paralysé par ce texte qui a beau avoir 20 ans, il y a des bouts que j'aime bien, et j'ai un petit peu le problème de ce qu'on appelle Kill Your Darlings, c'est-à-dire j'ai un petit peu des trucs que j'aime bien et que j'ai pas envie de supprimer alors qu'il faudrait que je le fasse. Donc j'ai pris une option différente jusqu'à présent, qui était en fait de réécrire de tête. Et à ma sauce de 20 ans plus tard, justement les chapitres sur lesquels je voulais travailler. Dans le cas des Nations Stellaires, il y avait des bouts dont je me souvenais simplement plus. C'est pour vous dire que je connais vachement bien mon univers. Donc je suis quand même revenu sur le texte original et j'ai récupéré des bouts, mais assez peu somme toute. On est vraiment sur des trucs. Je fais quand même, et ça on en parlera plus tard sur la suite des événements. J'ai changé quelques trucs, mais c'est plus généralement affiner la perception de ce que j'avais plutôt que de faire des changements radicaux. Mais il faudra que je vois ça ensuite. Est-ce que c'est ce que je veux faire, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai fait, ou est-ce que je me suis trompé, ou est-ce que j'ai oublié des trucs? Ça sera l'objet d'un passage suivant. On en reparlera à la fin de ce live stream. Donc un des trucs que j'ai fait, mais c'était juste un petit peu pour caser des trucs, c'est reprendre le stat block de la 3e édition, mais je vais très probablement aussi le retravailler. Foi d'autrice, tu ne peux pas casser un travail poussé sur lequel tu as sué, tu peux et tu dois réécrire from scratch. Ok, écoute, si tu es aussi de cet avis, ben c'est juste que moi je me suis vraiment retrouvé, en fait ça m'a surpris pour une raison, c'est que entre la première et la 2e édition, et entre la 2e et la 3e, c'était vraiment un travail de réécriture. C'est vraiment, j'ai repris texto les fichiers sur lesquels j'avais bossé. Fondamentalement, il y a des bouts, je pense, dans les fichiers de Tigre Volant 3 qui dataient de Tigre Volant 1 et que j'ai repris, que j'ai peut-être un petit peu retravaillé, mais fondamentalement, on est un petit peu on n'est pas encore totalement dans le cadre du bateau de Thésée appliqué au jeu de rôle. Hein. Là, on est vraiment là entre la 3 et la 4, il y a vraiment un changement de paradigme d'écriture d'une certaine façon, si vous me passez le terme un petit peu compliqué, c'est de dire là ça va pas, si je veux vraiment réécrire ça avec mon feeling de maintenant, il faut vraiment que je fasse que je ne me laisse pas arrêter par le texte tel qu'il était écrit il y a 20 ans, plus de 20 ans, hein, parce que j'ai commencé vraiment à bosser sur la 3e édition de Tigre Volant autour de 2002 dans ces eaux-là. C'est la première, en fait, quand j'ai eu mon premier ordinateur portable. C'était un iBook. Il y a en tout cas des bouts de 2.1 dans TV3, je m'en rappelle. Oui, très clairement. Hein. Mais il y a encore des bouts qui datent d'avant. TV2.1 en fait c'est vraiment TV2 avec quelques corrections mineures, mais entre TV2 et TV1, il y a assez peu de différence. Il y a des trucs en plus, il y a pas mal de trucs en plus, mais fondamentalement, les deux jeux sont très similaires. Bon, fort heureusement, il y a très peu de gens qui ont TV1, ce qui m'évite il y a assez régulièrement quand même des gens qui débarquent en convention et qui veulent me faire signer TV1 et je suis un petit peu, non mais brûlez-moi ce truc. Avant, tu ne connaissais pas encore Alias. Ah, alors on s'est croisés pour la première fois. Je crois que je venais de finir TV2, donc c'était entre 92 et 93, dans ces eaux-là. Au Fort Faron, ça devait être c'était le FSO, c'était le dernier FSO qui a eu lieu au Fort Faron. 2002, c'est pas il y a 5 ans, merdouble, je suis vieux aussi. Ah bah oui, hein, c'est toujours un petit peu la surprise. Hein. De temps en temps, on se fait un petit peu ce genre de truc. Quoi. On se dit, ah non, mais c'était il y a pas longtemps, c'était au XXe siècle, et merde. Voilà. Alors,
Donc ça, comme je disais, les deux premiers nations, c'était République Eldarine et puis Ligue Atlani. Je suis pas certain que je les avais pas déjà écrites à l'époque où je vous en ai, enfin là, il y a 3 semaines quand on a fait le précédent live stream. Enfin, non, c'était 2 semaines, le précédent live stream. Mais on va quand même, on va faire comme si, parce que je crois que j'ai quand même réécrit un certain nombre de choses assez conséquentes dedans. Donc, République Eldarine, fondée sur les cendres de l'Arlorian Tour, la République Eldarine compte 12 planètes terraformées et de nombreux habitats spatiaux, le tout dans une région plutôt resserrée. Ces planètes sont centrées autour de ce que l'on appelait alors la première couronne, les 3 planètes d'origine des Eldar. Ça fait quand même beaucoup de fois planètes dans la même phrase. Cette région, alors on va plutôt écrire cette région. Ça fait un petit peu, c'est un petit peu la raison. Il y a intérêt de relire les trucs à haute voix. Cette région est centrée autour de ce qu'on appelle alors la première couronne, les 3 planètes d'origine des Eldar. C'est la chose qui me semble est de voir que des gens plus jeunes que moi ont tous l'air plus vieux que moi. Au moins une fois de trop. Ouais. Alors, politique. Dans leur immense majorité, les territoires fonctionnent dans un mélange d'autogestion et de féodalisme clanique avec une louche de planification par-dessus. L'administration est très peu visible, le plus souvent répartie auprès des habitants. Chaque planète et habitat majeur a un conseil appelé Agora. Il y a également une Agora nationale avec 12 membres, un pour les habitats et un pour chaque planète avec une jachère tournante. Ah oui, je crois que j'en avais déjà parlé parce qu'il y a le terme jachère tournante, j'étais pas certain qu'il soit bien expliqué, mais je pense que je le réexpliquerai mieux un petit peu plus tard. L'idée, c'est que comme il y a 12 planètes et les habitats, ça fait 13, mais il y a que 12 membres dans l'Agora, donc chaque fois il y en a un qui n'est pas représenté, mais lorsqu'il y a un changement de membre, ben ça passe il y a à celui qui voilà. Ouais, le populaire, alors le populaire j'explique plus tard. Justement, c'est plus compliqué que ça. Alors, l'économie est principalement tournée vers l'autosuffisance. Les 12 mondes de la République ont été choisis dans ce but avec de la marge. Cette marge, principalement sous la forme de produits alimentaires, est exportée assez largement dans la sphère. Depuis quelque temps, les milieux académiques ont commencé à gagner une certaine réputation, notamment Ardania High School, surnom officieux de l'école universelle de Tor N Ardanayan. Oui, on avait parlé de ça aussi. Et j'avais aussi buté sur le nom la dernière fois. En apparence, le niveau de vie est plutôt bas, mais c'est surtout dû au fait que les Eldar aiment cacher leur technologie et, de façon générale, ont adopté un style de vie plutôt frugal. La République Eldarine est, comme son nom l'indique, peuplée en très grande majorité d'Eldar. Il y a des exceptions comme la station spatiale Alenia, Ardania et le quartier diplomatique de Tor N Evelian, c'est donc la capitale. Il y a très peu de centres urbains, les capitales planétaires et quelques autres. La plupart des habitants vivent dans un réseau de petites communautés plutôt rurales. Sans être une société particulièrement traditionnaliste ni xénophobe, les mondes Eldarine ont un côté très replié sur soi. Le visiteur occasionnel ne sera jamais mal accueilli, mais les autochtones feront rarement de gros efforts pour qu'ils se sentent à l'aise. Un peu comme le Japon d'une certaine façon. Les miliciens sont surtout là pour gérer des problèmes naturels, animaux en goguette, événements météorologiques, accidents, etc. Ils ont une formation très polyvalente incluant de la médecine, de l'ingénierie et un peu de sécurité, pas beaucoup. Pour les soucis plus importants, genre des touristes, il existe des miliciens spécialisés dans les activités de contre-espionnage surnommés les ombres. Et mot pour les décrire serait grégaire. Alors pas tout à fait, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, bien évidemment, parce que en fait ils ont tendance à bouger à l'intérieur même de l'espace Eldarine, mais c'est plutôt lorsque en fait, pour eux, leur mode de vie, c'est comme ça qu'il est, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes à avoir des zigounettes ou des foufounes à l'air qu'ils vont s'habiller pour autant. Pour donner un exemple au hasard. Alors, les terriens parlent volontiers de République populaire Eldarine, c'est une mauvaise traduction, mais il y a aussi un fond de vérité. Et enfin, si en apparence les mondes de la République ont une certaine homogénéité culturelle, il y a tout de même beaucoup de différences d'une planète à l'autre, voire d'un continent à l'autre, les habitats stellaires sont encore un autre sujet. Ensuite, les Ligues Atlani. Alors c'est là où en fait vient une question de l'épisode. Là en fait, une des différences par rapport à la 3e édition, dans la 3e édition, quand il y avait des alliances comme les Ligues Atlani ou les États-Unis nord-américains, je détaillais chaque nation. Là j'ai décidé de faire une sorte de prix de gros, mais je suis pas encore certain que ce soit une bonne idée. Donc si vous avez une opinion là-dessus, je suis toujours preneur. Alors, les Ligues Atlani sont une entité politique qui regroupe les 3 mondes d'origine des Atlani.
Briviané, Eocard et Listant, et quelques dépendances, une planète secondaire, Gialarag contrôlée par Briviané, et une grande quantité d'habitats spatiaux. Autrefois 3 royaumes, aujourd'hui seul Eocard a gardé ce régime dans une forme très constitutionnaliste. Listant a un système parlementaire matiné d'alliances claniques et Briviané est une fédération dotée d'un des rares exemples de démocratie en dehors de l'espace terrien. Les ligues en elles-mêmes sont une alliance surtout économique, mais avec également un volet militaire qui a longtemps été ignoré, jusqu'à ce que la Fédération des Hautes-Terres débarque sur une des lunes de Listant pour une opération aussi spéciale que mystérieuse. Ni les Highlanders ni les autorités de Listant ne veulent en parler. Gruyère qui vit en troupeau avec un lien clanique. Ouais. Alors la théorie du riz, je ne suis pas au courant et je suis prêt à écouter ça. Effectivement, de par ta définition, ça serait effectivement plus proche. Alors, où j'en étais? Oui, la économie, comme pour la République Eldarine, les Ligues Atlani ont une économie principalement tournée vers l'autosuffisance. En fait, c'est un concept assez courant dans quasiment toutes les planètes de culture atlano-eldarine. Elles ont cependant une plus grande ouverture vers le reste de la sphère, avec des industries lourdes conséquentes, de l'artisanat de luxe très réputé, des institutions académiques de haut niveau, et des clans marchands qui font souvent jeu égal avec des guilds siansques. Et comme pour les Eldar, la population des ligues vit plutôt frugalement, même s'il y a beaucoup plus de grands centres urbains et que la technologie est plus visible. Les Ligues Atlani ont une réputation de traditionnalisme, mais c'est assez contrasté. Listant, par exemple, cultive une réputation de peuple des bois brut de décoffrage, dont les querelles de clans seraient justifiées de guerres civiles mineures ailleurs. À l'autre bout du spectre, Briviané est un monde qui accueille à bras ouverts les idées nouvelles, même les plus stupides, comme le videoling nord-américain. Entre les deux, Eocard joue avec son image de dernier royaume et de la présence de nombreux exilés de l'ex-Alorien Tour, tout en étant plutôt à l'écoute du moment. Dans l'ensemble, les Ligues Atlani sont des mondes sûrs, avec une criminalité peu active et surtout discrète. Il y a des exceptions, comme les querelles de clans sur Listant, mais elles impliquent le plus souvent les autochtones, et selon des règles très codifiées. Si pendant longtemps Eocard a donné l'image d'une nation forte, d'une grande tradition militaire, cette image a été passablement écornée par l'incursion Highlander. Les forces militaires des Ligues sont actuellement en pleine reconstruction. Là, je reviens sur Axel, je résume, en Chine, les cultivateurs de riz sont grégaires, solidaires, s'organisent leur activité de manière clanique, et sont fermés aux étrangers, les cultivateurs de blé sont comme nous. Ok. Ouais, alors après, si on regarde certains agriculteurs en France, on se dit que, ouais, voilà. Aussi clanique, hein, quand même. Alors... c'est plus compliqué que ça. Briviané, planète très xénophile, parfois jusqu'à l'embarrassement, est à la fois très bien vue par les terriens et très mal vue par ses deux consoeurs. Ça ne date pas d'hier, la planète a vécu des périodes de mise sous tutelle et elle en garde encore rancune. Autant dire comme Briviané, Listant et Eocard, c'est pas forcément toujours le grand amour. Donc, des expériences sur le terrain ont prouvé que l'agriculture du riz avait influencé la psychologie en une génération. Ok, quand même, hein, pas mal. En général, bon, de façon globale, une génération, c'est ce qu'il faut pour mettre en place un changement culturel majeur. Hein, donc, c'est là que le mot gruyère versus individualiste ressortait. Ok. Alors, deuxième, c'est plus compliqué de ça, on parle beaucoup des clans Eldarine, mais les clans Atlani, plus discrets et parfois moins formels, sont aussi puissants, voire plus. Notamment, ils ont leur réputation, en grande partie justifiée, d'avoir été moins impliqués dans les atrocités qui ont marqué la fin de l'Arlorien Tour. Alors, ensuite, on va passer à la Fédération des États de la Frontière. Alors là, il y a un changement, en fait, puisque je décale la date vers 2300, du coup, ça a un impact assez majeur sur la Fédération des États de la Frontière. Dans le Tigre Volant en 3e édition, comme on commençait en 2290, la FEF avait encore sa grande taille. Et puis maintenant, il y a eu les principautés uniques qui ont fait sécession, et ça donne des choses un peu plus compliquées. Alors, formée à la fin de l'Arlorien Tour et constituée par les mondes situés dans les marches entre les espaces Atlano-Eldarine et Karlan, la Fédération des États de la Frontière a gardé de cette période une nette tendance au chaos. La nation stellaire a connu des hauts et des bas, et en 2300 compte 26 États membres sur 25 planètes, plus ou moins.
Plutôt qu'un réel État fédéral, il faut voir la FEF plus comme une confédération où les États membres ont une considérable autonomie. C'est encore plus le cas depuis la destruction de Prasidian, aussi appelée Presidium, la planète capitale, en 2245. Je crois que c'est 2249, il faut que je vérifie. Et bref. L'événement a considérablement dispersé les institutions gouvernementales. De fait, c'est la branche militaire qui gère les affaires courantes, sauf que cette branche militaire est en grande partie constituée par la coalition mercenaire. C'était déjà le bordel, c'est juste le bordel avec plus de couleurs. Oui, avec plus de variantes de bordel. Parce que les terriens ont apporté leur forme de bordel à eux aussi. Alors l'économie, comme un peu tous les mondes de culture stellaire, les nations de la FEF ont construit une grande partie de leur économie avec l'autosuffisance comme priorité. Plusieurs entités nationales ont des industries tournées vers l'exportation et ça reste rare et les guerres corporatives du 23e siècle n'ont pas arrangé les choses. Bon, techniquement en 2300 on est toujours au 23e siècle, on va détailler. Surtout que le commerce interstellaire est très important dans la FEF, notamment pour le ravitaillement des habitats spatiaux. Globalement, la société de la frontière n'a pas un niveau de vie très flambard, mais c'est très variable. Même les mondes très peuplés avec une industrie solide ont du mal à gérer des problèmes sociaux, et un certain nombre d'habitats spatiaux sont sur le fil du rasoir. Et, paradoxalement, certains mondes plus ruraux s'en sortent bien. Présidence vacante depuis 2245, écrit plus haut. Oui, c'est un copier-coller du précédent truc, mais je pense qu'effectivement, c'est ça qui est juste. Alors, la frontière, comme son nom indique, c'est comme son nom indique, un espace à la limite entre plusieurs territoires géopolitiques et culturels avec les grandes disparités entre les mondes. En règle générale, c'est une société très multiculturelle, plus tolérante, moins traditionnaliste, plus résiliente, mais aussi plus prompte à résoudre des problèmes par la violence. Beaucoup d'idées terriennes jugées saugrenues dans le reste de la sphère, par exemple la démocratie, y ont trouvé des débouchés. FEF, Western Spatial, CF Firefly, oui, c'est assez ça. On est un petit peu dans ce genre de truc. C'est aussi pour ça que j'ai l'intention d'utiliser ça comme terrain de jeu pour le premier supplément, pour le premier focus sur le... Alors Firefly, je peux me tromper, mais je crois que la blague avec Firefly, c'est que tout l'univers de Firefly, c'est un système stellaire. Pas plusieurs, un. En même temps, c'est un monde dans lequel il y a visiblement pas de propulsion hyperspatiale et autres trucs du genre. Au niveau sécurité, si vous pensez que le Texas ou la Fédération pétrolière ça fait un peu peur, essayez la frontière. Bon, pas partout certes, mais c'est un espace qui regorge de territoires où les lois ont un côté évanescent et soluble dans l'or. Marchands indépendants, mercenaires et pirates y évoluent d'autant plus librement qu'il est souvent difficile de déterminer qui est qui, y compris pour les principaux intéressés. Pour ne rien arranger, entre les velléités expansionnistes de la Fédération des Hautes-Terres, la résurgence, elle aussi expansionniste des Principautés Unies et de l'El-Kharaziri, les Kerlan qui considèrent encore la région comme un glacis défensif, plus la coalition mercenaire, les situations littéralement explosives ne manquent pas. L'appareil étatique de la FEF, enfin ce qu'il en reste, est au cœur d'une lutte de pouvoir souterraine entre la coalition mercenaire et ses alliés, principalement les grandes planètes comme Karamea ou Kael'dian, des clans plus traditionnels mais très discrets, parce que ce sont souvent des clans de l'ombre, à savoir des organisations criminelles, d'autres clans plus favorables aux Principautés Unies, plus diverses factions secondaires, les alliés de la Fédération des Hautes-Terres, les agents de l'El-Kharaziri, les diplomates Kerlan, les Gilsiansk, etc. Pour ne rien arranger, beaucoup de nations membres de la FEF ont développé des formes de gouvernement très autonomes, parfois s'approchant d'une forme de démocratie comparable à la pratique terrienne, et sont très contents que l'État fédéral se casse la gueule. Et justement, puisqu'on en parlait, les Principautés Unies, donc qui est indépendante depuis 2296. C'est un très bon décor pour les débutants, pas trop de choses à apprendre en background, et plein de conneries possibles sans se fader la flicaille. Les mercenaires, t'as le droit de tirer. Alors, c'est plus compliqué que ça. Ça dépend des coins, ça dépend de beaucoup de choses. Si tu fais trop le con dans les stations spatiales Eldarine, ça a beau être des Eldar, ils vont te passer par le sas quand même. Surtout dans les clans stellaires qui ont généralement assez peu d'humour quand tu commences à faire des trous dans les parois. Tu simplifies énormément. Alors, les Principautés Unies. Historiquement, les Principautés Unies sont une vieille nation fondée à la fin de l'Arlorian Tour en parallèle de la FEF, mais absorbée par ces dernières à la suite d'une crise politique. Je sais plus exactement de quand date la crise politique. Faut que je retrouve le vieil historique, mais ça date quand même de plusieurs siècles.
Les nouvelles principautés unies comptent 11 seigneuries réparties sur 7 planètes, pour la plupart situées dans la partie de la frontière la plus proche des ligues Atlani. Comme souvent, le terme principautés unies est une traduction foireuse et elles ne sont pas vraiment des principautés et disent des mauvaises langues, pas très unies non plus. C'est en apparence un système féodal assez similaire aux anciennes ligues Atlani, mais dans les faits, le système intègre beaucoup d'idées nouvelles, lyrtériennes, notamment une bonne dose de démocratie locale. Le clan dirigeant est le clan Iliarcine, qui est devenu un des plus grands clans de la sphère, par une politique d'adoption et d'alliance très agressive. Et on a Bran Noir Corbac qui vient d'arriver. Salut à toi, j'ai complètement oublié l'heure, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai l'impression que sur mon livestream c'est assez courant, donc mais bienvenue quand même, hein, ça fait quand même toujours plaisir de te voir. On a quand même un petit peu de monde sur ce livestream, c'est sympa, c'est toujours bien. Ensuite, en économie, plusieurs des mondes qui composent le nouvel État faisaient partie des plus riches de la Fédération. Les États de la frontière, Avadiarag, la planète où se situe la capitale et fief du clan Iliazine, était la 4e planète la plus riche de la FEF. Donc même avec moitié moins de monde, il fait presque jeu égal avec sa rivale, avec notamment un léger avantage dans les industries lourdes et la recherche. Le niveau de vie est également plus élevé, partiellement du fait d'institutions étatiques plus développées. Même si la résurgence des principautés unies n'a été une surprise pour personne, la déclaration d'indépendance a clairement été faite dans l'urgence et ça se ressent. La société, très diverse, ça n'a pas de S à diverse, est traversée de multiples tensions entre les frontaliers très pragmatiques, les cultures stellaires traditionnalistes, les terriens qui apportent plein d'idées nouvelles et bousculent les traditions. En fait, c'est une société qui est en train de s'inventer en agglomérant des pièces pas toujours très bien ajustées. Les principautés unies ne sont pas en guerre, mais pas de beaucoup. Les tensions internationales avec le FEF, surtout la coalition de mercenaires et les efforts pour stabiliser le territoire et la société, se répercutent sur l'ambiance générale. Sur le papier, les forces armées sont impressionnantes, mais elles ont peu connu le feu, contrairement à celles de la coalition mercenaire. Et dans les faits, plus compliqué que ça, parce que c'est toujours plus compliqué que ça, je reviens à ta question tout à l'heure, Yellow Shark. Si le clan Iliarcine avait bien en tête une indépendance, ce n'était pas avant un siècle ou deux. Ils ont été pris de vitesse d'une part par l'évolution géopolitique en FEF, la fin de la guerre sur Trian notamment, et d'autre part par l'enthousiasme de certaines de ses propres factions. Ah, il était rien. Les clans dirigeants se revendiquent presque tous héritiers de la tradition militaire atalène, mais cette tradition est d'une part mal définie, y compris par les Atlani eux-mêmes, et d'autre part en retard de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Beaucoup d'experts en géopolitique ont pointé du doigt les ligues Atlani comme ayant manipulé en sous-main les principautés unies. Ce n'est pas impossible, mais il est beaucoup plus probable que ce soit des clans qui aient arrangé certains contacts sans trop en parler aux autorités officielles. Alors, Yellow Shark, les principautés unies sont exactement les mêmes qu'avant l'inclusion dans la FEF ou d'autres ont suivi? Non, c'est légèrement différent. Disons que je pense, alors j'ai pas encore déterminé très exactement, mais tu peux admettre qu'il y a à peu près entre 50 et 70% effectivement des mondes qui étaient avant des principautés unies historiques d'une certaine façon, et d'autres qui sont venus s'agglomérer plus tard. Parce qu'il y a aussi des nations indépendantes, et ça aussi ce sont des choses qui ont changé. Donc on peut tout à fait imaginer que certaines des nations qui par exemple appartenaient à la Grande Alliance, et j'en parlerai un petit peu plus tard, ont peut-être rejoint les Principautés Unies plutôt que de rejoindre la Grande Alliance. Alors Benjamin, tu me dis si les Mercos sont plus intégrés dans le gouvernement de la FEF, j'imagine facilement des officiers de diverses factions, j'imagine, envie de se tailler des petits fiefs perso. Ça c'est possible, de diverses compagnies. Oui, alors ça c'est toujours un petit peu possible. Après, les compagnies, les grandes compagnies mercenaires dans la FEF, il y a quand même un certain nombre de cas sociaux assez gratinés, comme la Dame de Fer, hein, par exemple. Dame de Fer, Tigre Volant, Gods of War, peut-être effectivement. J'irais plutôt des compagnies mercenaires un petit peu secondaires. Oui, effectivement, il y aurait peut-être cette tendance. Et dans les Principautés Unies, typiquement, on peut imaginer que les Principautés Unies, dans leur stratégie d'alliance et d'adoption du clan Iliarcine, ils ont essayé aussi de récupérer un certain nombre de petites compagnies mercenaires très prometteuses et très efficaces pour les intégrer, pour avoir déjà une force militaire un peu plus oumfa, et puis d'intégrer justement aussi ces idées nouvelles qu'ils recherchent. Principautés unies, canal historique. El Kharaziri. Alors, l'El Kharaziri, on y arrive. C'est mes méchants à moi dans ma version d'Erdorin. Alors, on va voir que là encore, alors ça peut être des méchants, mais ça va pas être des méchants qui vont faire extrêmement peur en vrai. Mais on y arrive. Oups, on va essayer de pas casser le verre. Alors,
L'El-Kharaziri est une nation stellaire composée d'une demi-douzaine de planètes plus ou moins viables, une dizaine de systèmes miniers et une grande quantité d'habitats. Elle est quasiment enclavée dans l'espace Karlan, sauf pour une petite frontière avec un secteur contrôlé par les GMS et des bouts peu fréquentables de la FEF. L'endroit n'est pas très apprécié des navigateurs, la faute à une grande quantité de mines, d'épaves et aussi à l'attitude de style des autochtones. Le gouvernement est un conseil nobiliaire appelé Irientour, élu par ses pairs. Plus généralement, l'El-Kharaziri a une noblesse de décision qui truste les postes du pouvoir. Les planètes sont gérées par des gouverneurs élus par l'Irientour. Alors j'ai pas voulu détailler ça, mais en fait dans l'idée, et ça c'est un truc qui est hérité un petit peu du concept de l'Arlorientour, en fait la noblesse, déjà il y avait l'Arlorientour avait un certain nombre de castes, il y a les libres, les non libres et les nobles. Les nobles c'était en gros les dirigeants, mais c'était des castes qui étaient très mobiles. Donc tu pouvais tout à fait imaginer que en une génération, quelqu'un passe de non libre à noble, si c'était suffisamment méritant ou avec suffisamment de connexion, enfin ce genre de choses. Et de même, le statut de noble peut venir avec une fonction. Si tu perds la fonction pour une raison ou pour une autre, bah tu perds le titre qui va avec. C'est quelque chose qui n'était pas forcément. Enfin, il y a certains titres qui étaient potentiellement héréditaires, mais c'était largement pas la majorité de la noblesse qui était comme ça. On pourrait presque dire qu'il y a une différence entre la noblesse de service et la noblesse de sang. La noblesse de sang étant très minoritaire, généralement remontant à très loin et pas forcément très influente non plus. Alors, mais ça j'ai pas voulu le mettre dans ce paragraphe-là. J'essaierai peut-être de faire une version un petit peu condensée un petit peu plus tard, mais il est pas impossible aussi que je reprenne l'idée que j'avais dans la version 3, qui était d'avoir un encadré sur l'Arlorientour. Alors, le gouvernement, donc politique, le gouvernement est un conseil nobiliaire de la ça je crois j'en ai déjà fait, voilà. Ok, l'économie. L'El-Kharaziri est une nation quasi autarcique. Son économie est tournée vers une autosuffisance à long terme, elle entretient quelques relations commerciales avec des guildes Siansk, mais échange très peu avec le reste de la sphère. Ça fait très féodalité italienne, mais non, le détail n'est pas important. Je connais pas assez le Moyen-Âge italien pour pouvoir réagir là-dessus. Et donc si effectivement ça ressemble à ça, c'est un pur hasard. Alors, société composée d'Eldar et d'Atlani, mais aussi d'une importante minorité de Karlan Yandri, la société de l'El-Kharaziri est très diverse. Si elle obéit à un certain nombre de principes communs, il y a beaucoup de particularismes locaux. De plus, il y a une division entre nobles et non-nobles, ce sont des castes très mobiles, mais elles déterminent le fonctionnement de la société. Les nobles décident parfois en consultant les non-nobles. Bah je l'avais déjà fait en fait. Donc voilà, pas besoin de rajouter trop de trucs derrière. Alors, toute la société de l'El-Kharaziri est tournée vers sa défense et sa survie. Une des idées fondatrices est que la nation n'existe que parce que pendant 3 millénaires, elle s'est défendue contre le haut commandement Karlan. Ça, c'est le roman national. Hein. C'est pas complètement faux non plus, mais voilà. Elle a une armée pléthorique et une population en grande partie formée à la défense. À côté de ça, elle existe aussi dans un secteur stellaire pas toujours très bien sécurisé entre les pirates, les mines ou les Karlan. C'est plus compliqué que ça. Il existe une autre population très discrète mais très influente, des Highlanders. Quelques centaines de survivants du premier vaisseau envoyé vers Fantir se sont en effet égarés dans l'espace de l'El-Kharaziri à la fin du 21e siècle et ont été adoptés par les locaux. Redécouverte, en guillemets, récemment, l'El-Kharaziri a rejoint le Cap Mess plus malgré que bon gré. Depuis, il ne se passe pas 6 mois sans qu'un faux pas diplomatique d'un côté ou de l'autre ne déclenche une crise majeure. Alors, je vous renvoie aussi au live stream d'il y a 2 semaines où j'avais parlé de la question de Métaplot, où un des Métaplots impliquait justement l'El-Kharaziri et ses relations avec le reste de la sphère. Il y a toutes les raisons pour lesquelles j'en ai fait mes méchants. Ok, bah écoute, tant mieux. Alors après, si tu veux chercher des moyens pour en faire un méchant vraiment puissant, tu peux tout à fait imaginer que c'est un groupe qui tente par exemple de reprendre le contact avec des nostalgiques de l'Arlorientour un petit peu partout dans la sphère, et effectivement du coup ça leur donne un très très gros réseau, une influence occulte pas mal intéressante. À voir. Alors maintenant on va rentrer dans les choses bizarres. Enfin, dans les gens bizarres, enfin dans les Siani. On va pas rentrer dedans en vrai, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire.
Techniquement, donc là on parle des guildes marchands de Skians, appelés GMS aussi. Techniquement, les GMS ne possèdent que 2 planètes dans les faits. Ils ont des parts majoritaires dans une quinzaine de mondes, des pourcentages moindres dans 5 autres et en louent 3. Ceci sans compter avec un R, la myriade de territoires, de comptoirs et de comptoirs à travers la sphère, espace Carlan compris. Fédération de corporations de taille et de statuts très divers, les GMS sont gouvernés par 3 conseils. Le premier, connu sous le nom d'Asylvierd, est composé de 5 guildes les plus puissantes. Le deuxième conseil, aussi appelé Sénat, comprend les 5 guildes les plus anciennes. Enfin, le conseil artistique à la composition floue est une sorte d'autorité morale. Clairement, mais pour moi, les méchants, c'est jamais un bloc ou une nation, mais un groupe d'influence dont on dit... Ok, je sais pas ce que là, mais tu dis ça que très bien. Ok, ça me va. Ne tentez pas de prononcer ces noms. Ouais, tu fais ça, et puis généralement, t'as une espèce de bestiole à tentacules qui apparaît, et c'est pas forcément Cthulhu, mais c'est pas une meilleure nouvelle non plus. Alors... S'il y a une grande puissance économique dans la sphère, c'est sans conteste les GMS. C'est la plus grande en termes d'extraction, de transformation, de fabrication et surtout de transport. Un cargo sur 2 dans la sphère appartient ou est affilié au GMS. La population bénéficie d'un niveau de vie raisonnable, même si quasiment tout y est payant. La plupart des guildes comprennent vite qu'une population heureuse est plus productive à long terme. Ah, idée, d'accord, ok. Effectivement, j'aurais dû... il y avait un double switch. Voilà. Si les GMS sont une nation majoritairement de culture Skiansk, un peu moins de la moitié de la population ne l'est pas. La majorité d'entre eux vivent dans des enclaves culturelles, des territoires qui sont gérés selon les coutumes des peuples qui y vivent et qui n'interagissent que peu avec le reste. Tout se paye, même la sécurité. Les GMS n'ont officiellement pas de force armée ni de police, mais un grand nombre de mercenaires peuvent faire l'un ou l'autre au besoin. De façon générale, une certaine quantité de violence est tolérée, comme faisant partie de la conduite normale des affaires, mais tout le monde s'efforce d'éviter les dégâts collatéraux, ça attire les avocats. Et dans les c'est plus compliqué que ça, ubiquitaires, les GMS sont souvent considérés comme des éléments de décor. Elles sont partout, mais personne n'y fait trop attention. Cette particularité ne leur a pas échappé, et elles en jouent parfois pour des opérations secrètes. Probablement les plus proches des Siani sur ce point, les capitalistes terriens sont lancés à l'assaut des GMS avec des résultats contrastés. Mais non nuls, plusieurs structures terriennes ont réussi à faire leur trou, parfois littéralement, aux grandes dames des autochtones. Et on va rentrer, on va aller voir du côté des douaniers. Le haut commandement Carlan, qui nie toute implication, sauf qu'en fait si. Alors, vaste région est située sur l'extérieur de la sphère, entre celle-ci et le reste de la galaxie. Elle est peu documentée de façon sérieuse, surtout parce que les principaux intéressés voient d'un très mauvais œil les intrus, le genre de mauvais œil qui prolonge un système de visée. Officiellement, le haut commandement Carlan est composé d'environ 300 secteurs, qui peut représenter une planète, un système stellaire, une certaine quantité d'habitat ou juste un bout d'espace à peu près vide. On estime à une quarantaine le nombre de planètes habitées. Les Carlan semblent avoir accès à des technologies de terraformation plus rapides mais moins efficaces que celles du clan Maigran. La guerre est une forme de négociation avec d'autres arguments. Oui, on peut dire ça comme ça. Le nom dit tout, le haut commandement Carlan est une structure militaire qui chapeaute toute la société, à sa tête un conseil des plus hauts gradés, puis une hiérarchie qui contrôle des secteurs, puis des districts ou des zones ou des flottes, vous voyez le genre. Il n'y a pas d'élection, pas vraiment de constitution ni de loi. Il y a des règles qui sont contraignantes, mais mieux vaut avoir une très bonne raison d'enfreindre une règle, et des principes qui sont plus flous. Une continuation de la politique par d'autres moyens de Clausewitz, oui tout à fait. Comme beaucoup de nations stellaires, l'économie du haut commandement Carlan est principalement tournée vers l'autosuffisance, mais a cependant des relations commerciales principalement avec des guildes Skiansk et quelques clans mais beaucoup plus rares. Notamment, une grande partie des neutralisateurs soniques que l'on trouve dans la sphère sont fabriqués dans l'espace Carlan, en tout cas pour ses mécaniques de base. Le concept d'argent semble ne pas avoir cours dans la société Carlan, sans jeu de mots, sinon comme monnaie de compte, l'État pourvoit à tous les besoins de ses résidents, même si c'est souvent selon des critères assez peu généreux. Au sein du haut commandement Carlan, il y a les militaires et le reste. Le statut de non-militaire est perçu comme subalterne et humiliant dans le cas d'une rétrogradation. Et pour le reste, ça dépend des grades.
Sécurité, c'est quelle partie de haut commandement Karlan que vous ne comprenez pas? Cela dit, il y a des endroits mieux famés que d'autres, certaines planètes sont en rébellion plus ou moins ouverte, parfois avec le soutien d'El-Kharaziri, les abords de certains secteurs frontières sont hantés par des pirates, plus les incursions d'extérieur. Les militaires ne sont pas des militaires tout le temps, tous les jours, ils ont des temps de service qui dépendent des grades des unités et des périodes que l'on pourrait appeler de permission dont on ne sait pas grand-chose. Enfin, ouais, c'est un petit peu le dernier bout, les planètes indépendantes. Là encore, c'est un petit peu un grand méli-mélo, mais j'ai quand même essayé de détailler un petit peu. Là encore, c'était, il y a les anneaux d'acier, la bannière du cygne et la Grande Alliance, et dans Tigre Volant 3, c'était séparé en des chapitres, et là, j'ai un petit peu tout mis ensemble. On désigne sous ce terme toute une série de mondes principalement regroupés dans 3 nations, les Anneaux d'Acier, la Bannière du Cygne et la Grande Alliance. La plupart de ces mondes sont devenus indépendants au moment de la chute de l'Arlorian Tour et sont situés dans des secteurs assez proches de l'espace Atalen, proximité qui se reflète aussi dans leur culture, au moins en partie. Karlan égale Métaplot, et oui. Oui, rien que seul justifie qu'il y en ait un, on est d'accord. C'est notamment le cas des Anneaux d'Acier fondés par l'ancien clan royal de l'Istant en exil. La Bannière du Cygne, elle ressemble beaucoup à l'Arlorian Tour, avec une structure dirigeante composée de clans Eldarin, surtout Atalen, et de guildes Siansk. Enfin, la Grande Alliance n'a aujourd'hui plus grand chose de grand, mais à ses débuts, elle rivalisait en taille avec la Fédération des États de la Frontière et les Principautés Unies. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'était Yellow Shark qui posait la question à propos des Principautés Unies historiques. Il y a des fortes chances qu'un certain nombre de mondes qui étaient dans les Principautés Unies aient rejoint la FEF et que, par contre, maintenant, ces nouvelles Principautés Unies incluent d'anciennes planètes de la Grande Alliance. Mais j'ai pas vraiment détaillé ça. C'est pas super important non plus. En tout cas, à ce stade-là. Après, tu peux en faire ce que tu veux. À ce trio, on peut également ajouter des planètes comme Irwish, monde partiellement contrôlé par les GMS et dont les habitants ont déjà dû faire face à plusieurs tentatives d'invasion plus ou moins subtiles. La planète est surtout connue pour son starport, enfin ses starports, qui sont parmi les plus grands centres de contrebande et de blanchiment de marchandises d'origine discutable. Les mondes indépendants sont plutôt des poids plumes au niveau économique et militaire, ce qui fait que plusieurs puissances plus importantes, El-Kharaziri et Nation Terrienne en tête, ont un œil plus ou moins avide dessus. Mais tous partagent un fort sentiment d'indépendance, justement, et beaucoup ont des traditions militaires qui font hésiter les plus belliqueux. L'activité diplomatique autour de ces nations est cependant aussi discrète qu'intense. Et voilà, c'est tout pour les nations stellaires. Enfin, c'est tout ce que j'ai écrit pour le moment. Mais je voulais revenir un petit peu sur ce que j'avais écrit avant, et pour ça, en fait, je vais, d'une part, passer sur non pas ceci. En fait non, je vais voir si ce que j'ai fait fonctionne. Hop. Tac. Ouais, on va faire une transition comme ça. Voilà, ce que vous voyez en fait ici, c'est ce que j'avais écrit pour Tigre Volant 3. Ça c'est vraiment le texte repris de Tigre Volant 3. Et ce que vous voyez ici, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et ce que vous pouvez voir, si on va par exemple se mettre sur les Principautés Unies, Où sont les Principautés Unies? Ok, c'est les Principautés Unies. Regarde qu'il y a quand même beaucoup plus de trucs que j'avais écrits. Guilde Marchand de Sians, GMS, FEF. Vraiment, c'est après la FEF. Désolé, je vais super vite. Je vais essayer de pas vous foutre les gerbes. Disons que quand ta petite planète indépendante te dit non avec un porte-missile chargé jusqu'à la gueule de gifle de 300 mégatonnes, tu discutes. Oui, c'est genre... Ah, vous vous souvenez, le croiseur lourd de l'Arlorian Tour, on savait pas où il était passé, maintenant on sait. Alors maintenant, voilà, du coup, si on compare un petit peu les différents trucs des Principautés Unies maintenant et avant, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont, par exemple, les seigneuries, les différentes planètes, les populations. Il y avait tout un tas de trucs qui étaient assez développés dans Tigre Volant 3 et qui ne se retrouvent pas ici. La question, ça sera un petit peu de savoir, et là on tombe un petit peu sur ce que je voulais vous parler, c'était la manière d'écrire. C'est que maintenant que j'ai réécrit
à ma sauce tout ce que je voulais réécrire d'une certaine façon, en grande partie, hein. J'aimerais bien revenir d'une façon un petit peu synoptique, c'est-à-dire en ayant les deux textes côte à côte, comme vous voyez ici, et de dire, ok, ça, est-ce que je le garde, est-ce que je le prends, est-ce que ça vaut la peine de prolonger un petit peu les trucs, de rajouter des choses à la sauce, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va garder pour des suppléments plus tard, et du coup, d'avoir quand même un chapitre sur les nations, qui soit suffisamment synthétique pour pas trop prendre de place et pas non plus noyer les gens, mais avec suffisamment d'éléments importants, distinctifs, pour que, sans que les meneurs de jeu aient à gratter dans 85 Wikipédia différents ou des suppléments abscons, puissent voir voir le truc comme ça. Alors, Axel, tu dis, je vais faire simple, dans TV3, le flot d'infos était abrutissant. Dans bien des cas, il y avait trop d'infos et trier, c'était essentiel. Ah, mais j'ai pas le chat. Ah, j'ai viré le chat ici. Oui, d'accord. Et trier essentiel était pénible. Oui, alors, si tu veux, je suis d'accord avec ça. Et dans le même temps, quand j'ai discuté avec des gens dans des conventions, j'ai discuté avec des gens qui avaient tendance à me dire le contraire. Donc, je pense qu'il est quand même... Mon instinct personnel me dirait que ça serait important de faire quelque chose justement d'assez synthétique. Et les retours d'expérience que j'ai semblent vouloir contraster ça. Et je me suis déjà mis dans la tête l'idée que j'allais faire une sorte de kit de démarrage dans lequel toutes les informations allaient être placées de façon très très synthétique. L'idée de refaire un petit peu un TV Line, un truc en 32 pages. La remarque vient d'une personne qui écrit un JDR en 3 livrets, donc tu peux me dire 3 gueules. Alors après, si tes 3 livrets font 32 pages chacun, c'est pas un problème, mais je sais à quelle taille ils font. Hein, j'ai aussi ce machin dans ma bibliothèque, il doit être quelque part derrière moi, j'ai pas envie de regarder, mais je sais qu'il y est. Je sais qu'il y est, il me regarde. Enfin bref, voilà, c'est différentes approches d'écrire un jeu de rôle. Moi, j'ai été un petit peu de la vieille école pendant très longtemps, à faire des trucs de 320 pages, ça me faisait pas peur. Là maintenant, j'ai tendance plutôt à m'éloigner de ça et à vouloir aller vers quelque chose de plus synthétique. Alors sans aller sur un truc de 48 pages, avoir un livre de base de 160 pages d'un format plus resserré, plus petit que le format A4 me paraît plus intéressant. Yellow Shark, tu me dis, apprécie ton idée de faire des petits suppléments réguliers, tu peux rester synthétique au départ. Alors, je dirais que le challenge, ça va être de faire des trucs réguliers. J'ai la matière pour faire plein de suppléments. Après, je me méfie à la fois des potentielles charges de travail et de ma tendance naturelle à la procrastination qui s'appelle World of Tanks. Et je sais que j'ai un petit peu du mal à me motiver pour écrire des trucs. Mais effectivement, c'est ça. Avoir de la matière, c'est sympa pour jouer. Ensuite, il faut effectivement se mettre à trier. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils appréciaient de lire des backgrounds, des contextes bien compacts, quoi. C'était leur kiff. Alors après, est-ce que c'est effectivement le kiff d'une petite frange de rôliste ou quelque chose qui est plus... voilà. On est plusieurs marres pour ça, pour les suppléments, on va pas me laisser seul. C'est une menace. Peut-être détailler une partie pour permettre aux joueuses et aux MJ de démarrer quelque part. Pas mal de jeux font ça. Alors j'avais fait ça dans Tigre Volant 3 avec Copacabana et justement là l'idée c'est de ne pas le faire dans le livre de base mais d'avoir tout de suite ce supplément sur la frontière pour les mercenaires, pirates, marchands, whatever. Même si moi-même je bataille pour trouver du monde pour la suite de l'os. Oui, toi je te rappelle, quelque part tu as 2 jeux de rôle en cours, Axel. Alors c'est gentil de vouloir t'en occuper d'un 3e, mais j'ai un petit peu peur que tu ne mordes quelque chose qui soit beaucoup plus gros, alors que même on va quand même être pas sans vouloir être méchant, t'as quand même une grande gueule. Demande un échange de bons procédés. Ouais, ça. Ah, moi j'ai proposé un scénario Les Champs de l'Os, mais personne n'en veut. Ta gueule, et oui. Alors c'est vrai que je l'ai jamais finalisé, mais j'avais commencé à écrire un scénario Da Vinci Punk à chien. Et quelque part, je pense que si je devais écrire pour Les Champs de l'Os,
je pense que je me dirigerais vraiment vers un truc où vous jouez des terriens perdus et vous essayez de survivre tout en foutant le bordel dans le monde de l'os. C'est, je crois que tu l'as, mais je peux te le renvoyer. Il est pas complètement terminé. Il manque les stat blocks notamment. Tu sais que je le veux. Ce qui était cool avec TV3, c'est qu'on avait un joli atlas d'univers plaisant et amusant à lire. D'ailleurs, avec des potes, dit aux gens, lisez-le, même si vous voulez pas y jouer, c'est pas du temps perdu. Ce qui était compliqué, par contre, c'était de décider par quel pot prendre l'univers pour jouer. Oui, voilà, ça ça fait partie des, c'est un petit peu la quadrature du cercle, hein. Il faut avoir un univers qui soit suffisamment élaboré pour que les gens ne se sachent voient quoi faire avec, mais pas trop pour pas qu'ils se noient dedans. Et vous allez rire, c'est pas facile. Tac, alors. Tiens, qui c'est qui vient de claquer là? J'ai un éclairage qui vient de péter, c'est lequel? Ah, c'est le tube light, c'est le tube LED. Désolé pour les bouts de phrases manquants. C'est pas grave. Je crois que tout le monde fait ça, hein. Y compris moi de temps en temps à l'écrit, ce qui est un petit peu gênant. Alors, touf. Je vais également vous montrer un truc. On va repasser sur le mode écriture pour ça. Voilà, j'ai commencé un petit peu à vaporiser par les Carlan sans doute. Et je vous rappelle que le haut commandement Carlan nie toute implication dans l'écriture de ce jeu. J'ai commencé un petit peu à faire une liste de ce que j'étais en train d'écrire et ce que j'ai écrit et d'essayer d'avoir un truc qui montre le statut d'avancement. Alors pour l'instant, c'est clair que aucun des textes que je vous ai montré jusqu'à présent n'est vraiment un texte considéré comme final, ça c'est clair. C'est entre le brouillon et le premier jet. Vous voyez, pour le moment, je n'ai que 11 textes. Alors l'intro, et encore, j'en ai que 10 parce que le 11e, l'intro, j'ai pas encore commencé réellement à l'écrire, même si je pense qu'il y a des bouts qui sont dans la partie en bref. Donc on a les peuples, on a culture, nation, historique, civilisation, point de friction, conspiration, mécanique, matos. Et ça, pour le moment, on en est vraiment, il y a quelques trucs que je peux considérer comme étant du domaine du premier jet. C'est l'historique, civilisation, culture, mécanique. Peut-être nation, je suis pas sûr. Alors, je vais prendre un petit peu vos questions là, tac. Sur les 3 livrets des champs de l'os, je me rappelle qu'il y a 70 pages pour un décor à taille humaine et quelques scénarios, et la vastitude d'Eldorine se compare à celle de l'os. Et de mon côté, et je pense en effet que ton unité de décor FEF faut une bonne base pour les premières aventures des PJ. Surtout qu'en plus, c'est vraiment l'idée, c'est de faire un petit peu des trucs à la Firefly, à savoir les persos dans un vaisseau pourri, et non pas les persos dans un verso pourri. Encore que ça pourrait faire un scénario un petit peu plus occulte, mais c'est pas le sujet. Donc les personnages dans un vaisseau un petit peu tout pourri, qui font du cabotage, qui de temps en temps braquent des trucs si l'occasion s'en présente, ou remplissent des missions, font des missions idiotes pour la Dame de Fer. Voilà, ville, PNJ, faction, quelques aventures ou accroches. Oui, tout à fait, c'est assez ça. Et j'avais parlé dans un Erdorin d'air de rien. Alors Erdorin d'air de rien, pour ceux qui connaissent pas, c'est des vidéos beaucoup plus courtes que je fais. C'est l'idée en fait de synthétiser des idées en 3 et 5 minutes sur des petites vidéos. J'en ai fait une douzaine maintenant. Et une, c'était justement de parler d'un truc qui s'appelait Impitoyable Bourgade, qui est un supplément qui a été fait par un pote pour Dungeon World principalement, mais qui avait un intérêt, c'est qu'il montrait un petit peu, il y avait des tables aléatoires, ça montrait des éléments qu'on pouvait trouver dans une ville. Et l'idée, c'est de faire la même chose, mais avec des habitats stellaires. Les pesos sont des pesos gringos. Ad astra per muchos pesos. Ah, il y a des gens qui se souviennent qui se souviennent des trucs, des grands classiques de l'époque, hein. Un système solaire, ça fait spatial, ça peut tenir en pas trop de pages. Alors, ouais,
je suis pas certain que ça soit que d'aller jusque là, mais on verra. Peut-être effectivement de zoomer encore sur un secteur intéressant. Alors je pense que vous irez zoomer sur plusieurs secteurs. Il y en a un par exemple que je trouve personnellement très intéressant parce que je l'ai beaucoup développé. C'est le secteur de Trian. Donc Trian, c'était une des planètes les plus importantes, les plus riches de la FEF. Au début du 23e siècle, elle a été envahie par les Highlanders. Ça a bastonné dessus pendant presque un siècle. Et en fait, à la fin, il y a une sorte de paix à trois qui se fait avec l'ancienne nation, enfin l'ancienne colonie Highlander qui devient une nation indépendante mais cliente de la Fédération des Hautes-Terres, la Fédération des Frontières qui récupère des États de la Frontière qui récupère presque le truc, et l'El-Karaziri qui s'est taillé en fait une alliance avec un clan local qui possède à peu près un quart de la planète. Bref, ça fait un gros bordel. C'est vrai, si tu leur donnes un petit vaisseau, tu leur files un petit décor à explorer mais pas trop ambitieux, des Bretons, Trian, ils sont partout. Ouais. Ah, il y aurait peut-être un truc à faire avec le drapeau de Trian qui a des hermines dessus. Ça pourrait être marrant. Mais ouais, oui, ça, j'ai pas encore décidé exactement de ce que je vais faire, mais tu sais qu'on peut mettre des Bretons, bah bien sûr, je veux dire, c'est même une principauté dans l'Europe d'Erdorin, c'est une principauté, parce que quelque part ils ont lu qu'il y avait un prince de Bretagne, ils se sont dit que bon, quand ils allaient refaire leur nation, ça allait devenir une principauté. Ils ont pas vraiment fait attention au fait que le prince de Bretagne c'était un artichaut, mais c'est pas grave. Vu la qualité de leur prince, c'est assez raccord en fait. Avec les crêpes et le beurre salé, ouais, carrément. C'est bon le beurre salé en plus. Je connais pas. Et je suis au moins un quart breton, moi. Si vous mettre un quart breton qu'un phare breton, d'ailleurs. Ça. Encore qu'au niveau quantité de matière grasse, je dois pas être très très loin, en vrai. Bref. Voilà, donc l'idée c'était un petit peu de partir sur cette état d'écriture. Et vraiment, alors ma méthode d'écriture pour l'instant, ça a été vraiment de faire des trucs, enfin vraiment de refaire ces textes un petit peu de tête. Et dans un deuxième temps, ça sera vraiment de faire une comparaison avec ce que j'ai écrit pour Tigre Volant 3 et de voir qu'est-ce qui peut être réintégré sans que ça fasse trop gros. Voilà. C'est un petit peu l'idée du truc. Unité de mercenaires absolument convaincue par le fait de prendre le plus de contrats possible pour pouvoir coller des drapeaux partout. Alors ça, il y a de la concurrence. Hein. Puis en plus, t'as les rétro-nationalistes. Hein, je veux dire, t'as les gens qui vont te poser des drapeaux britanniques alors qu'il n'y a plus de Grande-Bretagne depuis la Troisième Guerre mondiale, mais c'est pas grave. Les Suisses aussi. Et non, monsieur, l'Europe, c'est pas pareil. D'abord, la capitale, c'est Genève, c'est pas Berne, c'est nul. Voilà, alors, on va repasser en mode facecam pour un petit peu conclure cet épisode, ce live stream. Alors, je sais pas si vous avez encore des remarques, des questions. Est-ce que j'ai couvert un petit peu tout ce que je voulais, je crois, oui. Hein, j'ai rien oublié, je crois, dans le tas. Bran, t'es arrivé un petit peu tard pour la feuille de perso, mais je peux t'assurer qu'on en a un petit peu parlé au début. Voilà, les questions, les remarques, alliances ou détails. Alors ça, je sais encore toujours pas hein, la question des nations. Si je garde les nations en tant que, enfin, si je garde les alliances comme les Ligues Atlani, NAUS, les planètes indépendantes, ou si je les garde en un bloc, ou est-ce que je sépare ça en plusieurs nations, c'est à voir, mais je suis pas sûr que ça soit non plus très 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 important. Ça sera toujours des choses qu'on peut refaire un petit peu plus tard. Puis bon, c'est pas non plus quelque chose qui est, je dirais, ultra important dans le cadre du jeu. 2 spectateurs alors qu'on est 4 à discuter. Alors les 2 spectateurs que tu vois, c'est sur PeerTube. Et sur PeerTube, il y a personne qui discute pour une raison très très con. C'est qu'en fait sur PeerTube, il y a normalement il y a un plugin pour faire le chat en direct. Et en fait, il marche pas. Alors tu dis en fait sur YouTube, moi j'ai sur le tableau de bord, j'ai 7 spectateurs sur le stream.
sur le stream YouTube, ce qui est quand même tout à fait raisonnable. Alors effectivement, le petit indicateur ne marche pas, je sais pas trop pourquoi. Il a marché une fois et depuis il marche plus, je sais plus pourquoi. Faut essayer que je trouve autre chose. Tu penses jamais à Peertube? Alors moi j'y pense parce que quand je m'aperçois que j'ai plus de bande passante, je suis obligé de le couper. Mais effectivement, Peertube c'est aussi un truc que je savais qu'il y a un certain nombre de gens qui voulaient me suivre sans s'inscrire à YouTube, sans avoir à se faire chier avec Twitch et ce genre de trucs. Et voilà. Non, on est quand même du monde, hein. Là, effectivement, je peux jeter un œil sur le. De toute façon, vous êtes sur YouTube, vous allez probablement voir le truc, donc vous savez très bien combien on est. Mais d'après mes stats à moi là que j'ai, on est quand même 7 personnes sur YouTube. Ce qui est tout à fait correct. J'ai déjà fait des streams avec beaucoup moins que ça. Voilà. Donc, je pense que je vais en rester là pour ce soir. Je vous remercie en tout cas, pas que je me trompe de caméra, c'est cette caméra-là. Bonjour caméra. Donc, merci à tous ceux qui sont venus. Merci à vous d'être passés. Merci à vous d'avoir contribué. J'espère que Mathias qui était là tout au début, tu t'es pas trop fait noyer par les vieux de la vieille qui posent plein de questions. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. On va se retrouver dans 2 semaines pour un. Alors. Normalement, c'est dans 2 semaines. Faudrait que je vois, puisque on passe en mois de septembre, faudrait que je vois un petit peu, mais d'après mes calculs, ça sera effectivement le 3 ou 4 septembre, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. On en reparle, mais je pense qu'effectivement, le prochain livestream Merdorine 2300, ça sera donc dans 2 semaines, début septembre. Je vous souhaite donc une excellente soirée, et puis, à la prochaine. Bye bye!